Avant le divorce, je pensais que rester seul à la maison était relaxant, libérateur, un moment où je n'avais à m'occuper que de moi. Si je passais toute la journée sur le canapé et laissais des assiettes sales dans l'évier, personne ne me critiquait. Après le divorce, lorsque mes enfants étaient chez leur père, je me sentais seul. Pas tout le temps. Parfois, c'était agréable de manger des chips sans rien faire ou de prendre un bain d'1 heure avec une boule de bain et un bon livre. Mais aujourd'hui, je me sentais seul. J'avais besoin de compagnie. Comme chaque soir, je faisais le tour de la maison pour ramasser les assiettes et les déchets. D'habitude, mes chiens me suivaient, mais ce soir-là, ils étaient encore dans le jardin et ne voulaient pas rentrer. Quand je suis arrivé dans la chambre de mon fils et que j'ai tendu la main pour éteindre la lumière, j'ai froncé les sourcils. Je pensais déjà l'avoir éteinte. Peut-être étais-je plus fatigué que je ne le pensais. Je l'ai éteinte, pris une assiette sur le lit, puis j'ai continué mon tour. Après avoir finalement convaincu les chiens de rentrer, je suis allé dans ma chambre. La lumière de la chambre de mon fils était à nouveau allumée. Je l'avais bien éteinte, non? Mon husky, Chloé, se tenait à mes côtés, les oreilles baissées, émettant un grondement sourd. Silencieusement, je suis allé chercher mon téléphone et mon pistolet. J'ai tapé le numéro d'urgence, prêt à appeler si nécessaire. Chloé et moi sommes retournés dans la chambre, accompagnés de Max, mon labrador. J'ai vérifié sous le lit pendant que les chiens reniflaient à chaque recoin. Rien. Personne. J'ai regardé les fenêtres, toujours fermées. Chloé s'est calmée quand nous sommes sortis. J'ai éteint la lumière. Je fis le tour de la maison avec mes chiens. C'était une petite maison. 3 chambres, pas de sous-sol, pas de grenier. Mais ma peau s'hérissait à chaque instant. Je m'assurais que toutes les portes et fenêtres étaient bien verrouillées. Peut-être que je devenais folle, ou que c'était un problème électrique. Si cela se reproduisait, j'appellerais un électricien. Je ramenais les chiens dans ma chambre, verrouillais la porte et m'assurais que mon téléphone était bien branché à côté de moi. Je mis le pistolet dans le tiroir de la table de chevet. Habituellement, il était dans le coffre-fort, mais cette histoire de lumière m'avait perturbé, et mes enfants n'étaient pas là. Je ressentais un mélange d'apaisement et de solitude. Mais maintenant, une nouvelle sensation était apparue, la peur. Et je n'aimais pas ça. Allongé dans mon lit, je me disais que j'étais stupide. Les portes et fenêtres étaient verrouillées, et mes 2 chiens auraient aboyé si quelqu'un s'était approché. Si quelqu'un était à l'intérieur, je le saurais. Je devais juste dormir davantage. C'est probablement pour ça que j'avais oublié 2 fois d'éteindre la lumière. Je m'endormis face à la porte. Je fus réveillé par les aboiements des chiens. Cela me prit 1 seconde pour réaliser que la porte de ma chambre était grande ouverte. Dehors, il faisait encore nuit, mais de la lumière pénétrait par la porte ouverte. J'avais déjà composé le numéro d'urgence sur mon téléphone avant même d'avoir rassemblé mes pensées. Je fouillais le tiroir pour trouver mon pistolet. Mon cœur s'arrêta lorsque je quittai la chambre et vis que toutes les lumières de la maison étaient allumées. Quelques minutes plus tard, je pleurais sur le porche de ma voisine, enveloppé dans une couverture et tenant une tasse de thé pendant que mes chiens aboyaient à travers la porte. La police arriva et fouilla la maison, mais ils ne trouvèrent personne. D'un ton aussi doux que possible, ils me demandèrent si je prenais des médicaments ou si j'avais bu de l'alcool. Je n'avais rien pris, et un verre de vin ne m'aurait pas poussé à somnambuler et allumer toutes les lumières de la maison. La police me donna la permission de rentrer chez moi, mais ma voisine proposa que je dorme dans sa chambre d'amis. J'acceptai son offre. Le lendemain matin, je retournai chez moi avec mes chiens. J'avais le cœur qui battait à tout rompre. Tout semblait en ordre. Les lumières étaient restées allumées, probablement laissées par la police. J'inspectais chaque recoin de la maison et vérifiais toutes les fenêtres et portes. Tout était fermé. J'appelai un serrurier. Cela coûtait plus cher que je ne l'aurais voulu, mais faire changer toutes les serrures me semblait nécessaire après que quelqu'un ait réussi à entrer dans ma chambre fermée à clé. L'idée me glaçait le sang. Il me restait une dernière nuit seule avant que mes enfants ne reviennent. Je ne savais pas ce qui était pire, être seul ou risquer qu'un intrus revienne quand mes enfants seraient là. Cette nuit-là, je fus méthodique. Pièce par pièce, je vérifiais chaque lumière et chaque verrou, m'assurant que tout était parfait. Mais quand je regardais dans le couloir avant d'aller me coucher, je vis que la lumière de la cuisine était allumée.
Je savais que je l'avais éteinte. Mon cœur s'accéléra tandis que je marchais lentement vers la cuisine. La lumière s'éteignit brusquement. J'étais figé, un pistolet à la main, sentant la sueur froide couler sur mon front. Je criais. Le son résonna dans toute la maison. Tremblante, je me barricadai dans ma chambre et composai à nouveau le numéro d'urgence. Je passai une autre nuit chez ma voisine, qui tenta de me rassurer en disant que cela devait avoir une explication rationnelle. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas normal. Le lendemain, je fis installer un système d'alarme et des caméras de surveillance. Chaque fenêtre et porte était maintenant sécurisée. Les nuits suivantes, les lumières continuaient de s'allumer. Pourtant, les caméras et les capteurs ne détectaient rien. Lorsque je regardais les enregistrements, tout semblait normal, jusqu'à ce que les portes arrière s'ouvrent toutes seules. Mes chiens sortirent calmement, comme s'ils accueillaient quelqu'un. Je savais que je ne pouvais plus rester. Je trouvai un appartement et commençai à déménager. Mais même dans mon nouvel appartement, la première semaine, je me réveillais pour découvrir que toutes les lumières étaient allumées. Alors que je commençais à m'installer dans mon nouvel appartement, le sentiment d'être observé persistait. Chaque matin, je me réveillais pour constater que toutes les lumières étaient allumées. C'était toujours la même chose. Aucune trace d'intrusion, aucun signe de quelqu'un ou quelque chose qui aurait pu entrer. Le système d'alarme que j'avais fait installer n'avait jamais détecté de mouvement suspect et les caméras ne montraient rien d'anormal. Pourtant, ce phénomène continuait. Je repensais sans cesse à mon ancienne maison et à cette fameuse nuit où tout avait commencé. Était-ce vraiment lié à la maison? Ou y avait-il quelque chose de plus profond? Quelque chose que je n'arrivais pas à comprendre? C'est en replongeant dans mes souvenirs que quelque chose me revint. Ma maison d'enfance. Je n'y avais pas pensé depuis des années, mais maintenant, l'image de la porte de la cave me hantait. Quand j'étais petite, mes parents m'avaient toujours interdit d'entrer dans la cave. Je ne savais jamais pourquoi. C'était une règle stricte, inébranlable. Ne va jamais dans la cave. Je n'avais jamais osé désobéir. Mais maintenant que tout cela refaisait surface, je me demandais, est-ce que tout ce qui m'arrive pourrait être lié à cette interdiction? Je contactai mes parents pour leur poser des questions sur la cave. Leur réaction fut immédiate et étrange. Ma mère changea de sujet, et mon père, d'habitude si bavard, devint soudain silencieux. Cela ne faisait que renforcer mon intuition. Quelque chose dans cette cave avait été enterré, oublié, mais peut-être pas pour toujours. Chaque nuit, je faisais des cauchemars où je me voyais marcher dans un long couloir sombre, me dirigeant vers une porte qui ressemblait étrangement à celle de la cave de ma maison d'enfance. Après plusieurs nuits blanches, je pris une décision. Je devais retourner dans la maison de mes parents, voir cette cave et comprendre ce qu'ils cachaient. Quand je leur annonçai ma visite, ils semblèrent réticents, mais ils n'osèrent pas me refuser l'accès. Arrivé sur place, je ressentis un mélange d'appréhension et de détermination. Cette maison, autrefois si familière, semblait maintenant étrangère. La porte de la cave était toujours là, immobile et menaçante. Avec une lampe torche dans une main et mon courage dans l'autre, j'ouvris la porte. La cave était plongée dans une obscurité oppressante. L'air était lourd, chargé d'une odeur de poussière et d'humidité. Chaque pas faisait grincer les vieilles marches en bois et mon cœur battait de plus en plus vite. En explorant les lieux, je découvris des choses que je ne comprenais pas. Des symboles étranges gravés sur les murs, des objets enveloppés dans de vieux draps jaunis par le temps. Mais c'est en atteignant le fond de la cave que je fis la découverte la plus terrifiante. Un grand miroir, recouvert d'un voile noir. Quand j'enlevais le voile, mon propre reflet semblait différent. Ce n'était pas seulement mon visage. Il y avait quelque chose d'autre, une présence, une ombre, qui se tenait juste derrière moi. Je reculais, terrifié, et quittai la cave en courant. Depuis ce jour, les lumières continuent de s'allumer, peu importe où je vais. Que ce soit dans ma nouvelle maison ou même dans un hôtel où j'ai tenté de passer une nuit, le phénomène persiste. Je ne sais pas ce que ce miroir représentait, ni pourquoi mes parents avaient interdit l'accès à la cave. Mais une chose est sûre, quelque chose m'a suivi. Et maintenant, où que j'aille,
Je ne suis jamais seul. J'étais un enfant obéissant et je n'ai jamais fait quelque chose que mes parents m'avaient interdit, mais je ne posais jamais de questions non plus. Du moins, jusqu'à récemment, lorsque j'ai commencé à me demander pourquoi il m'était interdit de descendre cet escalier. Notre maison était immense. Mon père travaillait dans la finance, mais il avait grandi à la campagne avant de faire des études supérieures. Dès qu'il en a eu l'occasion, il nous a emmenés vivre dans un coin rural, même si cela lui prenait plus d'1 heure et demie pour aller en ville. J'adorais cet endroit, surtout quand j'étais plus jeune, car nous avions beaucoup d'animaux autour de nous, certains sauvages, d'autres appartenant à mes parents. Ma mère restait à la maison et s'occupait des poules et des oies, pendant que je les observais ou jouais avec elles. Elle me disait toujours de ne pas trop m'attacher aux animaux, car parfois, nous les vendions, et elle ne voulait pas que je sois triste. Je faisais de mon mieux pour suivre son conseil, mais je dois avouer que certains animaux me manquaient vraiment après leur départ. Après de longs trajets en bus depuis l'école, je passais souvent mes soirées dehors, assis dans la cour avec nos animaux, à regarder le soleil se coucher sur les champs à perte de vue. Ces moments étaient si paisibles qu'aucun mot ne pourrait les décrire. Mais parmi tous les endroits de notre immense propriété, un seul m'était interdit, la cave. Une fois, j'ai essayé de descendre dans la cave avec ma mère, qui s'y rendait pour faire une lessive. J'ai proposé de l'aider à porter des couvertures et des vêtements sales, pensant qu'elle apprécierait mon aide. Mais je me suis complètement trompé. Dès que j'ai posé le pied sur la première marche derrière elle, avant même que je ne finisse ma phrase, elle s'est retournée brusquement et m'a repoussé dans la cuisine à l'aide du panier à linge. Ce n'était pas un geste violent, mais suffisant pour me faire reculer derrière la porte. « Que t'ai-je dit » me demanda-t-elle d'un ton sévère. « Que t'ai-je dit à propos de descendre ici ?» Je me suis excusé, baissant la tête comme un enfant pris en faute. Elle l'a remarqué et a passé une main affectueuse dans mes cheveux. « C'est bon, » dit-elle. « Mais ne recommence pas, d'accord ? Pourquoi ne vas-tu pas vérifier si les poules ont pondu des œufs ? J'ai oublié d'y jeter un œil ce matin. Ça m'aiderait beaucoup. » Je lui ai souri et accepté avant de sortir par la porte arrière, en direction du poulailler. Ma mère a refermé la porte de la cave derrière elle avant même que je ne sois dehors. Un hiver particulièrement rude s'abattit sur nous, avec des chutes de neige massives qui ont malheureusement coûté la vie à plusieurs de nos animaux. Ne te méprends pas. Cela ne nous a pas mis en difficulté car l'élevage était un passe-temps et non une source de revenus. Mais j'étais attristé par leur disparition. Mes parents, en revanche, semblaient de plus en plus nerveux à mesure que la neige nous enfermait à l'intérieur. Nous avions pourtant beaucoup de nourriture et l'électricité fonctionnait, alors je ne comprenais pas leur anxiété, à part peut-être l'impossibilité de sortir. Je me souviens qu'1 ou 2 semaines avant la tempête, quelqu'un avait frappé à notre porte. Cela était très inhabituel car nous n'avions jamais de visiteurs. Nous vivions si loin de tout que personne ne venait sans prévenir, surtout en plein hiver. Mon père ouvrit la porte à un jeune homme couvert de neige, qui semblait épuisé. Il remercia mon père de lui avoir ouvert et expliqua sa situation. Sa voiture était tombée en panne à environ 10 km de là et il ne savait pas où aller. Il n'avait pas de téléphone portable et, traversant le pays, il ignorait qui appelait à l'aide. Mon père l'invita à entrer et, comme par magie, toute l'anxiété de mes parents sembla disparaître. Il paraissait plus détendu en sa présence. C'était si étrange que je ne pouvais que rester là, à les observer. Le jeune homme expliqua qu'il n'avait plus de famille, à part une sœur avec qui il n'avait pas parlé depuis des années. Il était en route pour Paris pour repartir à zéro, après le décès de sa mère quelques mois auparavant. Il nous montra un petit médaillon en or, suspendu à une chaîne, expliquant que c'était tout ce qui lui restait d'elle. Mes parents écoutaient en silence. Puis, remarquant que la neige fondait sur ses vêtements, ma mère lui proposa « Voulez-vous vous changer ? Vous et mon mari faites à peu près la même taille, il pourra sûrement vous prêter des vêtements. » Le jeune homme accepta avec gratitude. Ma mère l'emmena dans la cuisine et ouvrit la porte de la cave. « La buanderie est par ici, » dit-elle en lui montrant l'escalier. Sans hésiter, il descendit les marches en bois.
Après le dîner, j'ai demandé si l'homme allait se joindre à nous, mais mes parents, sans lever les yeux, répondirent qu'il était déjà reparti. Cela me sembla étrange. Comment aurait-il pu repartir dans la neige jusqu'au village le plus proche? Cette nuit-là, une curiosité dévorante s'empara de moi. Je devais savoir ce qui se trouvait dans cette cave. Je pris une lampe de poche et descendis en silence les marches vers la cuisine. Chaque planche de bois grinçait, mais je fis de mon mieux pour avancer sans bruit. Arrivé à la porte de la cave, j'hésitai un instant avant de l'ouvrir. L'air était chargé d'une odeur douceâtre étrange. Je descendis lentement les marches, éclairant chaque coin de la cave avec ma lampe. Tout semblait normal. Une machine à laver, un sèche-linge, des cartons. Rien qui justifiât l'interdiction. Mais alors, un éclat attira mon regard. Un médaillon en or gisait sur le sol. Je le ramassai, reconnaissant immédiatement celui de l'étranger. Avant que je ne puisse réfléchir davantage, une portion du mur s'ouvrit. Derrière, je découvris une créature monstrueuse, enchaînée. Mon père m'attrapa doucement par l'épaule et me guida hors de la cave, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Je le suivis, trop choqué pour protester. En montant les escaliers, je me retournai brièvement pour voir ma mère refermer la porte de la cave et remettre en place le mur coulissant qui dissimulait la cachette. Nous nous installâmes dans le salon, où mon père me fit asseoir sur le canapé. Pendant quelques minutes, aucun de nous ne parla. Le silence pesait lourdement, interrompu seulement par le bruit des pas de ma mère revenant de la cave. Elle s'assit en face de moi, l'air calme mais déterminé, comme si elle savait qu'elle devait enfin tout m'expliquer. « Tu n'aurais pas dû descendre là-bas », dit-elle d'un ton neutre, mais pas accusateur. « Nous voulions te protéger. » Mon père hocha la tête et prit la parole à son tour. « Ce que tu as vu là-bas, ce n'est pas facile à comprendre, mais tu dois savoir une chose. C'est ton frère. » Ces mots résonnèrent dans ma tête, mais je refusais de les croire. Cette chose, comment pouvait-elle être humaine, encore moins mon frère? Il est né comme ça, poursuivit ma mère. Nous avons tout fait pour le cacher, pour protéger notre famille, et lui. Mais il a besoin de nous. Si nous ne le nourrissons pas, il mourra. Je balbutiai, essayant de comprendre. Et les animaux? Les étrangers comme cet homme. Mon père croisa mes yeux, le visage grave. Ce sont des sacrifices. Nous avons fait des choix difficiles, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Nous ne pouvions pas laisser ton frère mourir. Mon cœur se serra et une vague de colère monta en moi. « Et moi » criai-je. « Pourquoi m'avoir caché tout ça? Pourquoi m'avoir fait grandir dans le mensonge ?» Ma mère baissa les yeux, visiblement troublée. « Nous pensions qu'il valait mieux que tu ne saches rien. Nous voulions que tu aies une vie normale, aussi normale que possible dans ces circonstances. » Le poids de leurs paroles s'abattit sur moi. Toute ma vie avait été un mensonge soigneusement orchestré. Je compris alors que mon avenir ne m'appartenait plus. J'étais piégé dans cet héritage familial, condamné à veiller sur cette créature, sur ce frère que je n'avais jamais connu. Je ne dormis pas cette nuit-là. Dans ma tête, les images de cette créature hantaient mes pensées. Son regard vide, son sourire grotesque, et les chaînes qui l'attachaient à ce mur. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. Les jours suivants, je tentais de retourner à une routine normale, mais tout semblait différent. Je regardais mes parents avec des yeux neufs, cherchant dans leurs gestes et leurs paroles des indices sur les sacrifices qu'ils avaient dû faire. Chaque nuit, je pensais à mon frère dans la cave. Était-il conscient de ce qu'il était? Ressentait-il quelque chose autre que ce besoin insatiable qui nécessitait des sacrifices? Un soir, je rassemblai tout mon courage et demandai à mes parents « Qu'arrivera-t-il quand vous ne serez plus là ?» Ils échangèrent un regard, et mon père répondit, d'un ton grave « Alors ce sera à toi de veiller sur lui. » Ces mots me glacèrent le sang. Je savais que ce jour viendrait, mais les entendre les prononcer rendait cette réalité inéluctable. Je n'avais plus le choix. Je portais désormais le poids d'un secret que je ne pourrais jamais révéler. Un héritage que je n'avais jamais demandé.
Et chaque soir, en éteignant les lumières et en regardant la porte de la cave, je savais que cette chose, mon frère, attendait, là, dans l'obscurité. J'habite dans un appartement d'une pièce, alors quelqu'un peut-il m'expliquer pourquoi une femme est assise sur mon canapé, en train de regarder la télévision? J'étais dans ma chambre à travailler lorsque j'ai eu faim et décidé d'aller à la cuisine pour manger les restes de nourriture chinoise. Ma cuisine se trouve juste à côté du salon, et dès que je suis sorti dans le couloir sombre, j'ai remarqué que la télévision était allumée. Je savais que je ne l'avais pas mise en marche, alors j'ai immédiatement trouvé cela suspect. J'ai pensé que cela pouvait être une mise à jour du système, ou qu'Alexa l'avait allumée par erreur. Je me suis dirigé pour l'éteindre, mais mon cœur s'est figé en voyant une femme aux cheveux noirs et gras assise sur mon canapé regardant l'écran. Pendant un moment, j'étais complètement désorienté. Je savais qu'il n'y avait personne dans l'appartement quand j'étais arrivé, et toutes les portes et fenêtres étaient reverrouillées depuis mon retour. Je n'avais entendu aucun bruit de quelqu'un forçant l'entrée, alors comment cette personne pouvait-elle être là? J'ai voulu m'approcher pour lui demander ce qu'elle faisait chez moi, mais une voix intérieure m'a averti que ce serait une terrible erreur. Si quelqu'un a déjà vécu une paralysie du sommeil, c'est exactement ainsi que je me suis senti. Je disais à mon corps de bouger, mais une partie primitive de mon cerveau refusait catégoriquement. Lentement, je suis retourné dans ma chambre et ai attendu dans le silence. À ce stade, vous vous dites probablement que je devrais appeler la police. Croyez-moi, c'est exactement ce que je voulais faire. Rien ne m'aurait soulagé plus que l'arrivée de policiers armés pour s'occuper de cette femme à ma place. Mais honnêtement, je ne voulais pas qu'elle m'entende. Si elle entrait dans ma chambre, je serais piégé. Et à ce moment-là, j'avais l'impression que cela aurait été la pire chose imaginable. Après environ une demi-heure de silence, j'ai rassemblé assez de courage pour jeter un œil. Je me suis forcé à me lever et j'ai entrouvert la porte juste assez pour avoir une vue dégagée du couloir et du salon. Si je n'avais pas su mieux, j'aurais pu croire qu'elle était entrée par erreur dans le mauvais appartement et qu'elle se détendait comme si elle était chez elle. Mais quelque chose clochait. Elle était penchée en avant sur le canapé. Une partie de moi voulait croire qu'elle s'était peut-être endormie, mais ce que j'ai vu ensuite a brisé tous mes espoirs. Elle a tendu un bras anormalement long vers la porte et l'a déverrouillé tout en restant assise. Je n'ai pas encore mesuré la distance exacte, mais à vue de nez, son bras devait faire au moins 2,50 m, voire 3 mètres. Elle s'est levée lentement et a commencé à se diriger maladroitement vers la sortie. Son corps était terrifiant. Elle était immense, anormalement grande. Je dirais qu'elle mesurait bien plus de 3 mètres, ses bras touchaient de presque le sol, traînant derrière elle. Chacune de ses mains avait une dizaine de doigts, longs d'environ 30 cm chacun, selon mes souvenirs. Elle était complètement nue, sa peau pendait, molle et flasque, sur son corps décharné. Elle était plus pâle que tout ce que j'aurais pu imaginer, presque grise. Si je n'avais pas su mieux, j'aurais dit que sa peau appartenait à un cadavre. Elle avançait avec maladresse, traînant son énorme corps vers la porte, et quand elle a levé son bras pour l'ouvrir, c'était comme si elle devait briser ses propres os pour y parvenir. Mais lorsque la porte s'est ouverte et qu'elle a mis un pied à l'extérieur, elle s'est arrêtée. Mon sang s'est glacé lorsqu'elle a lentement tourné la tête dans ma direction. J'ai aperçu une partie de son visage. J'ai voulu hurler en voyant ses orbites gonflées à la place de ses yeux, et ses lèvres démesurément longues, pendantes jusqu'à ses épaules, figées dans une expression de souffrance éternelle. Je ne sais pas si elle m'a vu, ou même si elle en était capable. Tout ce que je sais, c'est qu'elle a tourné la tête vers l'extérieur et a quitté mon appartement, refermant doucement la porte derrière elle. Je me suis précipité dehors avec mon téléphone espérant la filmer, et je regrette de ne pas avoir simplement fermé la porte, été me coucher et mis toute cette histoire sur le compte d'un cauchemar. Mais ce que j'ai vu était bien réel. J'ai regardé dehors, dans l'obscurité glaciale, et je l'ai vue, suspendue aux côtés de l'immeuble comme une araignée. La fenêtre de l'appartement au-dessus du mien était ouverte. Elle cherchait quelque chose à l'intérieur. Et après quelques secondes, elle a attrapé leur fils. Sa main était complètement enroulée autour de sa tête. Je ne pouvais pas dire si l'enfant était vivant ou mort avant qu'elle ne se retire lentement dans l'obscurité avec lui,
disparaissant comme si elle se dissolvait dans les ombres. Ce qui m'a terrifié le plus, c'était la manière dont elle l'a fait, avec une fluidité effrayante et non naturelle qu'aucun être humain ne pourrait reproduire. Chaque mouvement semblait défier les lois de la physique, comme si son corps n'était qu'une ombre, une illusion. J'ai tout filmé avec mon téléphone, bien que je ne sache pas vraiment pourquoi. Peut-être avais-je besoin de preuves, ou peut-être voulais-je juste m'assurer que ce que j'avais vu était bien réel. Mais à quoi bon? Après avoir regardé la vidéo des centaines de fois, j'ai fini par la supprimer. Chaque visionnage approfondissait ma peur. Chaque image floue de cette créature renforçait l'idée que je devenais fou. Vous pensez peut-être que j'aurais dû aller à la police, leur donner la vidéo, leur demander de l'aide? Mais réfléchissez un instant. Pensez-vous qu'ils m'auraient cru? Et même s'ils l'avaient fait, qu'auraient-ils pu faire? En tant que parent, préféreriez-vous croire que votre enfant a simplement disparu, qu'il s'est enfui? Cette pensée contient un peu d'espoir, l'espoir qu'un jour, peut-être, il reviendra. Mais lorsque vous savez que votre enfant a été enlevé par quelque chose d'incompréhensible, tout espoir disparaît. Il ne reste que le désespoir et la peur. Je ne pouvais pas imposer cela à la famille du garçon disparu. Cela aurait détruit ce qu'il leur restait. Et pire encore, j'avais peur qu'ils me croient, qu'ils se lancent désespérément dans une quête pour trouver quelque chose que personne ne devrait jamais essayer de chercher. L'idée qu'ils puissent se retrouver face à cette chose était insupportable. Aussi longtemps que j'avais cette vidéo, je savais que je serais tenté de la revoir. Chaque fois que je la regardais, je sentais un peu plus de moi se briser. C'était comme si cette vidéo avait une sorte de pouvoir maudit. Finalement, j'ai su que je devais m'en débarrasser avant de perdre complètement la tête. Depuis, d'autres histoires d'enfants disparus ont émergé. Pas seulement ici, mais dans d'autres quartiers de la ville. J'ai entendu des rumeurs d'animaux domestiques disparaissant également, des chiens et des chats s'évaporant de maisons fermées comme par magie. Mais ce n'était pas le pire. J'ai entendu parler d'un homme adulte disparu dans des circonstances similaires. Un homme en bonne santé, sans aucune raison de disparaître. Pas de traces, juste une fenêtre ouverte et quelques cheveux retrouvés sur le sol. La police a essayé d'analyser l'ADN mais sans succès. Ces cheveux n'appartenaient à personne sur cette terre. Ils n'étaient pas humains. Tout cela a commencé à affecter ma vie. Chaque jour, je sentais que je perdais davantage contact avec la réalité. J'ai essayé de trouver des informations sur cette créature, sur ce que j'avais vu. Mais plus je cherchais, moins je trouvais. Rien ne correspondait. Aucune histoire ne faisait écho à la mienne. J'avais l'impression d'être la seule personne à avoir vu quelque chose d'aussi inimaginable. Parfois, je me demande si je ne suis pas devenu fou, si tout cela n'est pas le fruit de mon esprit malade. Mais quelque chose en moi sait que c'était réel, que ce que j'ai vu était plus vrai que n'importe quoi dans ma vie. Si quelqu'un, quelque part, a vécu une expérience similaire, je vous en supplie, partagez votre histoire. Montrez-moi des photos, des vidéos, tout ce que vous avez. Je veux savoir que je ne suis pas seul. J'ai besoin de preuves, de certitudes, que ce que j'ai vécu était réel, que je ne suis pas le seul dans cette réalité cauchemardesque. J'ai pris une décision. Demain, je vais quitter mon travail. Je ne peux plus rester ici. Je vais déménager chez mon frère, à l'autre bout du pays. Il est hors de question que je passe une nuit de plus dans cet endroit maudit. Chaque instant ici me rappelle ce que j'ai vu, cette créature qui pourrait être encore quelque part, toute proche. Je ne prévois pas d'attendre qu'elle réapparaisse, mais, hier soir, j'ai entendu frapper à la porte. Un coup qui a glacé mon sang. Je savais que c'était elle. Je le sentais, comme si sa présence imprégnait l'air, palpable, comme un brouillard invisible. La prochaine fois que je la verrai, je sais que je ne pourrai plus raconter cette histoire. Je sais que ce sera ma fin. Mais avant que cela n'arrive, je vais faire une dernière chose. Je vais brûler cet appartement. Détruire tout avant qu'elle ne puisse m'atteindre. Si je dois mourir, je l'entraînerai avec moi. Cet endroit tout entier partira en fumée avec moi. Je préfère mourir dans les flammes que de me laisser consumer par elles. Je sais que cela semble fou, mais c'est la seule façon de mettre un terme à tout cela. Quoi que ce soit, cela doit rester dans les cendres, là où est sa place.
Ma mère travaillait de nuit dans un hôpital, et je savais que je ne la reverrais pas avant le lendemain matin. Elle rentrerait probablement exténuée et s'effondrerait dans son lit, toujours en uniforme. Je prenais toujours soin de lui préparer un petit déjeuner avant de partir à l'école, pour qu'elle se réveille avec un repas prêt. J'utilise le mot repas au sens large. J'avais 16 ans et j'avais échoué à mes cours de cuisine l'année précédente. Mais ma mère n'a jamais semblé se plaindre des toasts, des œufs brouillés et des tranches de bacon de dinde que je déposais sur sa table de chevet. Nous nous sommes dit au revoir vers 20h15. Une fois seul, je me suis installé confortablement sur le canapé avec mon chien, Pépé, pour regarder la télévision. J'ai éteint toutes les lumières pour créer une ambiance parfaite et me plonger dans l'atmosphère. Après avoir regardé un épisode de Enquête exclusive, j'ai pensé que l'expérience serait encore meilleure avec ma pipe à eau. Je suis monté à l'étage et ai traversé le long couloir étroit menant à ma partie de la maison. J'étais la seule à occuper cet espace. Les autres pièces étaient l'ancien bureau de mon père et une chambre d'amis que nous n'utilisions plus depuis des années. Depuis le départ de mon père, ma mère et moi n'invitions plus vraiment de monde chez nous. La chambre d'amis était donc devenue un débarras où je stockais vêtements, tableaux non accrochés et autres bricoles dont je ne voulais pas me séparer. Quand j'ai ouvert la porte de ma chambre, j'ai attrapé ma pipe à eau sur la table de chevet. Ce n'était pas une pipe ordinaire, c'était une véritable œuvre d'art. Haute d'environ 40 cm, elle était faite de verre bleu soufflé à la main, rappelant les nuances de l'océan après une tempête. Ces motifs tourbillonnants donnaient l'impression que l'eau avait été figée dans le temps. Et ma caractéristique préférée? Elle brillait dans le noir après avoir été exposée à la lumière du soleil. Je suis redescendu, pipe en main, et me suis réinstallé sur le canapé à côté de Pépé, qui dormait profondément. J'ai commencé à moudre une nouvelle variété d'herbes que mon fournisseur m'avait confiée. C'était un lot limité, m'avait-il dit, et il cherchait des testeurs pour savoir s'il devait en commander davantage. Une réduction en échange d'un avis, c'était une offre que je ne pouvais pas refuser. En triturant les bourgeons, j'ai remarqué des couleurs inhabituelles. Au lieu des teintes habituelles violettes ou orangées, il y avait des reflets rouges, bleus et roses. Fasciné, j'ai rempli la pipe et l'ai allumée. La première bouffée avait un goût classique, mais une subtile note d'agrumes s'est rapidement manifestée, ajoutant une touche agréable. Je prenais mentalement des notes pour pouvoir donner un rapport détaillé à mon fournisseur. Après environ 15 minutes, toujours devant Enquête exclusive, je me sentais profondément détendu. Le canapé semblait m'envelopper comme une couverture chaude, et mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. Je me suis laissé emporter par cette sensation de flottement jusqu'à m'endormir. Quand j'ai ouvert les yeux, la pièce était plongée dans une obscurité totale à l'exception de la lumière tamisée du téléviseur. Je me suis vite rendu compte que quelque chose n'allait pas. Toutes les autres lumières étaient éteintes, alors que je ne les avais pas éteintes en m'endormant. Plus troublante encore, je ne pouvais pas bouger. J'étais complètement paralysé. Seuls mes yeux et les bouts de mes doigts semblaient répondre, mais avec une grande difficulté. J'essayais de bouger et de crier, mais rien ne sortait. C'était comme si mon propre corps m'avait trahi. À côté de moi, Pépé dormait paisiblement, inconscient de mon calvaire. Je voulais désespérément le réveiller, espérant qu'il pourrait attirer l'attention de quelqu'un, mais une question terrifiante surgit. Et si quelqu'un venait? Que pourrait-il faire? C'est alors que j'ai entendu un bruit, un grincement provenant de l'étage. Chaque planche de notre maison avait son propre son distinct, et ce grincement venait de tout en haut de l'escalier. Quelqu'un était chez nous. Je connaissais cette maison comme ma poche. C'était la seule maison où j'avais jamais vécu. Je savais que le bruit venait du sommet des escaliers qui menaient directement au salon où je me trouvais. À chaque grincement supplémentaire, je sentais mes larmes monter tandis qu'une peur viscérale s'installait dans mon corps. Chaque pas résonnait comme un coup de tonnerre dans ma tête. Le bruit des pas lourds, appuyés sur les vieilles planches de bois, faisait naître une douleur sourde dans mon ventre, comme si mon corps lui-même réagissait au danger imminent. Mon regard se posa instinctivement sur l'escalier, là où je pouvais apercevoir le bas de la dernière marche depuis ma position sur le canapé. J'aurais voulu détourner les yeux, mais quelque chose m'en empêchait. C'était comme si je devais regarder,
comme si éviter de voir ce qui allait arriver était encore plus effrayant que de le confronter. Le temps semblait ralentir. Mon cœur battait si fort que chaque pulsation semblait s'étirer à l'infini. Mon corps était figé dans une sueur froide, incapable de bouger, pendant que je luttais pour respirer dans cet environnement saturé de tension. Puis je l'ai vu, une main pâle et fine, dépassant lentement de l'angle du mur près de l'escalier. Les longs doigts s'agrippaient au mur, et un bruit sourd retentit lorsque chaque doigt, un par un, commença à taper doucement contre la surface. Une fois, 2 fois, 3 fois. Ce bruit rythmique résonnait dans ma tête, rendant l'atmosphère encore plus étouffante. Puis, lentement, une silhouette commença à émerger de l'obscurité. Quand il apparut complètement, la lumière vacillante du téléviseur illumina à peine sa forme. Ce que je vis me fit frémir. C'était une créature grande, bien trop grande pour un être humain. Elle mesurait au moins 2,50 m. Ses bras étaient aussi longs que son corps, presque traînant, se balançant lourdement avec chaque mouvement. Mais c'était son visage qui me paralysa encore davantage. Ce n'était pas un visage humain. C'était une sorte de parodie grotesque, une bouche béante qui s'étirait d'un côté à l'autre, comme un sourire forcé et grotesque, dépourvu de dents. À la place, il n'y avait que des gencives rouges et boursouflées qui suintaient une sorte de liquide sombre, laissant des traces sur le sol en bois. Ses yeux, ou plutôt l'endroit où ses yeux auraient dû être. Il n'y avait que 2 trous profonds et vides, comme des orbites creusées par une force malsaine. C'était comme regarder une absence, une obscurité si complète qu'elle semblait aspirer la lumière autour d'elle. Je voulais hurler, mais seul un gémissement étouffé sortit de ma gorge. La créature, consciente de ma terreur, semblait se délecter de ma paralysie. Elle émit un bruit étrange, une sorte de grondement chuchoté qui ressemblait à un rire étouffé. Puis elle commença à avancer, lentement. Chaque mouvement semblait étudié pour maximiser ma peur. Ses longues jambes se pliaient à des angles impossibles, et ses bras raclaient presque le sol. Ses doigts continuaient de taper doucement sur le parquet, créant une cadence effrayante qui résonnait dans mon crâne comme un tambour de guerre. Mon esprit hurlait à mon corps de faire quelque chose, n'importe quoi, mais mes muscles refusèrent de répondre. Pourtant, au milieu de cette terreur paralysante, une faible lueur attira mon attention dans le coin de ma vision. Ma pipe à eau, posée à quelques centimètres de ma main. C'était comme une bouée de sauvetage dans cet océan de peur. Je concentrais toutes mes forces restantes sur un seul objectif, bouger ma main. Lentement, douloureusement, mes doigts commencèrent à glisser vers l'objet. Chaque mouvement me semblait prendre une éternité, mais finalement, je sentis le verre froid sous mes doigts. Avec un élan désespéré, je saisis la pipe et, rassemblant tout ce qui me restait de force, je frappai la créature à la tête. Le bruit sourd de l'impact résonna dans la pièce. La créature recula légèrement, émettant un hurlement aigu et inhumain. Je frappai encore, et encore, chaque coup semblant briser quelque chose dans son corps. Une substance noire et visqueuse jaillit de ses blessures, éclaboussant tout autour de moi. Peu à peu, la créature s'effondra, son corps grotesque se transformant en une masse informe et dégoulinante. Ses mouvements devinrent saccadés, puis cessèrent complètement. Je m'effondrais sur le canapé, tremblante et couverte de cette substance noire. Mon cœur battait si vite que j'avais l'impression qu'il allait exploser. Mais alors que je pensais que tout était fini, une pensée effrayante me traversa l'esprit. Et si ce n'était pas terminé? Quand je repris conscience, j'étais dans un lit entouré de draps familiers. Mon corps était lourd, mais pour une seconde, j'osais croire que tout cela n'avait été qu'un cauchemar. Puis je sentis quelque chose d'étrange. Mes poignets étaient attachés. Je tournai la tête et vis des menottes métalliques qui me retenaient au montant du lit. La peur revint, glaciale, alors que je réalisais que je n'étais pas en sécurité. Un bruit régulier interrompit mes pensées, un bip monotone provenant d'un moniteur médical à côté de moi. Je regardai autour de la pièce et reconnus immédiatement l'endroit. C'était une chambre d'hôpital. Un policier entra, un bloc-notes à la main. Il me regarda avec une expression grave. « Mademoiselle, se souvint-il, vous souvenez-vous de ce qui s'est passé la nuit dernière ?»
Avant que je ne puisse répondre, il déposa une pile de photos sur mes genoux. Lorsque je les regardais, mon cœur s'arrêta. C'étaient des photos de ma maison et au centre, le corps de ma mère, massacré au-delà de toute reconnaissance. Je poussai un hurlement, mais au milieu de mes cris, un son familier émergea, un tapotement rythmique. Je levai les yeux. Le policier souriait, un sourire qui n'était pas humain. Ses doigts tapaient doucement sur la table, émettant ce même bruit terrifiant. Et c'est là que je compris. Ce n'était pas terminé. Ce n'était jamais terminé. Le policier me fixait avec son sourire déformé, grotesque, qui s'élargissait bien au-delà des limites humaines. Ses doigts continuaient de taper contre la table dans un rythme insupportable, comme un écho du cauchemar que j'avais vécu. Mon esprit essayait désespérément de trouver une explication rationnelle, mais il n'y avait rien qui pouvait justifier ce que je voyais. L'homme devant moi, ou ce qu'il était, commença à se pencher lentement, sa silhouette se rapprochant de plus en plus. Chaque mouvement amplifiait la peur qui m'envahissait. « Vous souvenez-vous d'autre chose ?» murmura-t-il, sa voix distordue comme un disque rayé. Les mots résonnaient dans ma tête, mais je ne pouvais pas répondre. Mon corps était gelé, mon esprit en pleine panique. Ses yeux, s'ils pouvaient être appelés ainsi, étaient des puits de ténèbres qui semblaient aspirer tout ce qui restait de mon courage. Derrière lui, un autre policier entra dans la pièce. Mais à ma grande horreur, il arborait le même sourire impossible. Ses mouvements étaient synchronisés, mécaniques, comme une marionnette dont les ficelles étaient tirées par une force invisible. Les deux hommes me fixaient maintenant, leurs doigts tapant en rythme sur la table et les murs, remplissant la pièce d'un écho oppressant. J'avais envie de hurler, de pleurer, de me débattre. Mais les menottes me retenaient fermement. C'est alors que j'ai entendu à nouveau ce rire profond et inhumain, ce son qui m'avait hanté dans mon salon. Il semblait venir de partout à la fois, comme si les murs eux-mêmes riaient. « Ce n'est que le début », dit le premier policier avec un ton presque joyeux, tout en continuant de sourire. À cet instant, je compris que ce que j'avais vécu chez moi n'était pas une simple hallucination due à la fatigue ou à ma consommation de la veille. C'était réel. Cette chose, cette entité, était toujours là, d'une manière ou d'une autre, et elle jouait avec moi. Mon esprit était en morceaux. Chaque pensée rationnelle se dissolvait dans un océan de terreur. J'essayais de me convaincre que tout cela n'était qu'un rêve, mais tout semblait trop réel. La froideur des menottes, l'odeur métallique du sang séché sur mes vêtements, les visages monstrueux des policiers. Et puis, dans un dernier élan de désespoir, je fermai les yeux, essayant de m'échapper de cette réalité. Mais même dans l'obscurité de mes paupières fermées, je pouvais encore voir ses sourires, ses orbites vides et entendre ce tapotement incessant. Quand j'ouvris de nouveau les yeux, les policiers avaient disparu. La pièce était vide, à l'exception des ombres qui dansaient faiblement sous la lumière des moniteurs médicaux. Mais je savais que ce n'était pas fini. Les secondes passaient, mais le silence était devenu presque aussi assourdissant que le bruit précédent. Les bipements des moniteurs médicaux continuaient, réguliers, comme un rappel cruel que j'étais toujours vivante. Pourtant, mon esprit me murmurait que quelque chose d'autre veillait, caché dans les ombres. Je tirais désespérément sur les menottes qui retenaient des poignets, ma peau s'irritant contre le métal froid. C'est alors que je remarquai quelque chose sur le mur devant moi, une ombre mouvante. Elle n'était pas alignée avec la lumière de la pièce. Elle dansait, se tordait, comme si elle avait une vie propre. Je savais que je ne voulais pas regarder, mais mon regard était irrésistiblement attiré. Et quand je la fixai, je compris que ce n'était pas une simple ombre. Elle commença à prendre forme, des bras longs et décharnés qui s'étiraient, des jambes disproportionnées et enfin, ce même sourire grotesque que j'avais vu auparavant. Les contours de la créature émergeaient du mur comme si elle se décollait de la réalité elle-même. Mon souffle s'accéléra et mon cœur battait à un rythme effréné. Elle était là, à nouveau. La créature avança lentement, chaque mouvement semblant défier les lois de la physique. Son sourire s'élargit encore davantage, révélant ses gencives rouges et luisantes, tandis qu'une substance sombre continuait de couler, goutte à goutte, sur le sol immaculé de l'hôpital.
J'essayais de crier, mais ma gorge était si sèche que seuls des sons étouffés sortirent. La créature tendit une main démesurément longue vers moi, et les menottes qui me retenaient tombèrent sans bruit, comme si elles avaient fondu sous son toucher. J'étais libre, mais pétrifié. Elle me fixa de ses orbites vides, et dans un dernier acte de terreur absolue, elle murmura avec une voix gutturale et déformée. « Tu ne peux pas fuir. Jamais. » Puis elle disparut. Quand les infirmiers entrèrent enfin dans ma chambre, je tremblais de tout mon corps. Ils me trouvèrent assise sur le lit, les poignets couverts de marques de métal et un regard complètement absent. Les policiers, eux, n'étaient jamais venus, me dirent-ils. Mais je savais que ce n'était pas vrai. Tout ce que j'avais vu, tout ce que j'avais vécu, était réel. Depuis ce jour, je vis dans la peur constante. La créature peut revenir à tout moment, sous n'importe quelle forme. Parfois, dans le silence de la nuit, j'entends encore ce tapotement rythmé, comme un rappel cruel que je ne suis jamais vraiment seul. Et vous, si vous entendez un bruit semblable dans l'obscurité, soyez sur vos gardes. Vous pourriez être la prochaine. Les jours qui suivirent mon hospitalisation furent un véritable brouillard. Les médecins, les infirmiers et les psychologues posaient tous les mêmes questions. Qu'avez-vous vu cette nuit-là? Pensez-vous que vous pourriez avoir halluciné? Je ne répondais jamais. Ce que j'avais vécu dépassait de loin ce que quiconque pouvait comprendre ou croire. Toute tentative d'explication aurait été inutile. Ils auraient simplement noté « crise psychotique » dans mon dossier et m'auraient envoyé ailleurs. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une hallucination. Je revins finalement chez moi après quelques semaines. La maison était froide et sombre. Tout me rappelait cette nuit, le canapé où j'avais été paralysé, l'escalier d'où venaient les bruits de pas, les murs qui semblaient encore porter l'ombre de cette créature. J'essayais de reprendre une vie normale. Chaque soir, j'éteignais toutes les lumières et me convainquais que tout allait bien, que c'était fini. Mais au fond de moi, une peur sourde persistait, tapie dans l'ombre de mes pensées. Un soir, alors que je m'endormais, je sentis une présence, une sensation glaciale, familière. Mon cœur se serra. Je savais que quelque chose n'allait pas. Et puis, je l'entendis à nouveau. Ce tapotement rythmique, cette mélodie sinistre qui m'avait hanté. Mon regard se tourna instinctivement vers le mur de ma chambre. Les ombres semblaient danser, se tordre, formant des contours que je ne voulais pas reconnaître. C'était elle. Elle était revenue. À cet instant, quelque chose changea en moi. Ce n'était plus seulement de la peur, c'était de la rage, une colère sourde, profonde, qui montait depuis des semaines passées à trembler, à me cacher, à tenter d'oublier. Mais je savais que cela ne s'arrêterait jamais. Je savais que fuir était inutile. Cette créature, cette présence, ne voulait pas seulement me tuer, elle voulait me briser. Elle se nourrissait de ma peur, comme un parasite invisible qui prenait racine dans mes pensées et s'y enracinait plus profondément chaque jour. Alors je me levai. « Assez !» criai-je dans la pièce, ma voix tremblant d'un mélange de terreur et de détermination. La créature, jusque-là immobile, sembla s'arrêter. Surprise? Son sourire grotesque, cette grimace qui me hantait nuit et jour, vacilla un instant. Elle incline légèrement la tête, comme un prédateur curieux de voir un animal pris au piège se rebeller. Une expression nouvelle passa sur son visage, non pas de colère mais de perplexité. « Tu crois pouvoir m'affronter » murmura-t-elle d'une voix sifflante, ses mots glissant dans l'air comme un poison. Je ne répondis pas. Mon cœur battait à tout rompre, mais je savais qu'à cet instant, ma survie dépendait de ma capacité à ne pas céder. Ne pas trembler, ne pas fléchir, même si tout en moi hurlait de terreur. Je me précipitai vers ma table de nuit, attrapai la première chose à portée de main, une lampe de chevet, et la lançai avec toute la force que je pouvais rassembler. La lampe vola dans l'air, illuminant un instant la pièce, mais ne toucha rien. La créature avait disparu. Elle s'était évaporée, fondue dans les ombres comme une brume balayée par le vent. Mais je savais qu'elle n'était pas partie. Elle ne partait jamais vraiment. Cette nuit-là, je restais éveillé, assis sur mon lit, les yeux fixés sur l'obscurité de la pièce. Chaque ombre me semblait vivante,
Chaque silence portait en lui le poids de son retour imminent. Lorsque l'aube se leva enfin, je sentis un bref soulagement, mais il était fragile, temporaire. Les jours suivants furent une épreuve de nerfs. Chaque bruit, un craquement de bois, un souffle de vent contre les fenêtres, me semblait être son retour. Mais ce qui me terrifiait le plus, c'était le silence. Pendant des semaines, elle ne se manifesta pas de tapotement, pas de mouvement furtif dans l'ombre, pas de murmure dans l'obscurité. Mais ce silence me pesait autant que sa présence. Chaque nuit, je m'endormais à moitié assis, une lampe allumée à côté de moi, et chaque matin, je me réveillais en sursaut, couvert de sueur froide. Je savais qu'elle attendait. Je pouvais presque sentir son regard, même si elle n'était pas là. Et chaque nuit, je luttais contre l'envie de l'appeler, de provoquer son retour juste pour briser cette attente insoutenable. Puis, un soir, alors que je tentais de m'endormir, quelque chose me réveilla brusquement. Ce n'était pas un bruit, mais une sensation oppressante. L'air de ma chambre semblait lourd, presque irrespirable. Mon cœur accéléra et avant même d'ouvrir les yeux, je sentis qu'elle était là. Quand je regardais enfin, elle se tenait dans un coin de ma chambre, immobile. Plus grande que jamais. Ses membres allongés paraissaient de toucher les murs et son sourire, ce sourire était plus large, plus menaçant, comme si elle se réjouissait d'avoir attendu ce moment. Je voulus crier, mais aucun son ne sortit de ma gorge. Mon corps, d'habitude si obéissant, semblait paralysé. Je ne pouvais ni bouger ni détourner les yeux. J'étais à sa merci. Elle avança lentement, chaque pas résonnant dans la pièce comme un écho funèbre. Ses yeux noirs, vides, semblaient aspirer toute lumière, toute vie. Elle s'approcha, son visage presque collé au mien, et pour la première fois, elle parla d'une voix grave, gutturale. Ce n'est que le début. Puis elle disparut, aussi vite qu'elle était apparue. Ce qu'elle m'avait dit cette nuit-là changea tout. Je compris alors une vérité que je m'étais refusé à accepter. Elle ne voulait pas seulement me faire peur. Elle faisait partie de moi, comme une ombre qui ne me quitterait jamais. Chaque fois que je fermais les yeux, je la voyais. Elle n'était plus seulement dans les coins sombres de ma chambre ou derrière les portes entrebâillées. Elle était dans mes rêves, dans mes pensées. Depuis cette nuit, je vis avec cette certitude. Peu importe où je vais, peu importe ce que je fais, elle est toujours là, tapie dans l'ombre, attendant le moment où je serai trop faible pour résister. Chaque jour est une lutte. Chaque ombre, chaque recoin sombre, chaque silence prolongé me rappelle qu'elle peut revenir à tout moment. Parfois, je me demande si tout cela est réel ou si je deviens fou. Mais alors, je sens ce froid dans l'air, ce poids invisible qui m'écrase, et je sais qu'elle est là quelque part. Je ne sais pas combien de temps je tiendrai. Parfois, je me demande si la mort ne serait pas un soulagement, si cela suffirait à la faire disparaître. Mais une part de moi sait que même après ma mort, elle trouverait une autre proie. Alors je continue de me battre. Pas pour moi, mais pour ne pas lui donner ce qu'elle veut. Chaque jour, chaque minute, je lutte pour ne pas céder à la peur. Je tiens un journal, non pas pour y trouver du réconfort, mais pour laisser une trace. Si elle me prend, au moins quelqu'un saura ce qui s'est passé. Si un jour vous entendez ce tapotement, ce rythme incessant dans l'obscurité, fuyez, car une fois qu'elle vous a trouvé, il n'y a plus de retour en arrière, et elle ne s'arrête jamais. Et si un jour elle s'arrête, c'est que vous êtes déjà perdu.